Et on est très très heureux de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Le panel qu'on ouvre aujourd'hui avec vous est un panel qui va nous permettre d'échanger autour des dynamiques territoriales, autour de nos territoires, de la défense de nos territoires, de la transformation de ces territoires, en essayant de ne pas faire des territoires des zones, de ne pas voir les territoires comme des zones closes, et en ouvrant en fait les murs, en faisant tomber les murs, et en construisant avec ces murs tombés les ponts, qu'Angela Davis nous invitait, la démarche qu'Angela Davis, la grande Angela Davis, nous invitait à pratiquer. Donc casser, faire tomber les ponts faire tomber les murs, pardon, pour créer des ponts. Des ponts entre l'Amazonie, le Sénégal et la Nouvelle-Aquitaine, ou les territoires de la France métropolitaine. On va ensemble explorer ces dynamiques de partage en nous posant la question des emplois que ces dynamiques peuvent concerner, des transformations culturelles qu'elles peuvent supposer, des politiques publiques, on va utiliser des gros mots, hein, dont politique publique, des politiques publiques qu'elles supposent, du courage politique qu'elles impliquent, et en fait de l'objectif de préservation de nos écosystèmes et de nos vies, parce que nous sommes nos écosystèmes. On va le faire avec des intervenants de grande valeur, et vous serez aussi, on l'espère, un élément du débat. Il n'y a pas acteurs d'un côté et spectateurs de l'autre. Nous sommes toutes et toutes des acteurs de la transition et des phénomènes de résilience dont on va parler ensemble. Et on va le faire, moi je vais me présenter, moi je suis Guillaume Durin, je suis activiste, je travaille dans le mouvement pour la justice climatique en Europe. J'ai eu la chance de faire un court passage au Sénégal et de travailler avec Haïdar El Ali, qui m'a appris le courage de l'action, comme beaucoup de Sénégalais et de Sénégalaises. Je ne vais pas être très très long sur ma trajectoire, simplement je suis assez, comment dire, choqué par l'état du monde tel qu'on le trouve, tel qu'on le vit. On est de plus en plus nombreux à considérer qu'on va vers des chocs majeurs et que ces chocs, ils traduisent une crise profonde qui n'est pas seulement écologique, elle est aussi démocratique, elle est aussi culturelle. Elle dit tout ce que nous avons laissé faire ou que nous n'avons pas fait, et notamment notre décolonisation. On parle de culture, on parle d'idéologie, on vit encore dans une idéologie et une culture très coloniale. On parle de rapports nord-sud et bien peu de rapports sud-nord, et ce n'est pas pour rien. On va essayer de changer cette donne ensemble. Ces chocs que certains territoires peuvent vivre, moi je suis des montagnes, ma famille est des Alpes, nous on voit les montagnes tomber, concrètement, elles tombent, c'est-à-dire qu'elles dégèlent, et en dégelant, eh ben, elles tombent. Notre Rhône, le fleuve Rhône, est en train de partir, lui aussi. On sait qu'en 2050, il y aura moins 30% de débit d'étiage. Ça veut dire des questions de conflits d'usage immenses entre les centrales nucléaires ou l'agriculture. Il faudra choisir. Donc on est face à des chocs. Ces chocs, ils peuvent nous disloquer. On peut aussi peut-être s'y adapter. Et les pratiques d'adaptation, ben, on a la chance d'être avec, de pouvoir parler avec un panel d'acteurs qui les connaissent, qui les pratiquent, qui les dynamisent d'une façon incroyablement
intéressante et importante. Dans ce panel, nous allons pouvoir entendre parler Lionel Poitvin de l'ADEME, l'ADEME Aquitaine, Grande Aquitaine, mais également Haïdar El Ali, ancien ministre de l'écologie de la République du Sénégal, activiste, un des fondateurs et charnière de l'association Océanium, Massiri Aimé Gay, de l'association Nature Rights, qui nous parlera de Guyane, et puis Thomas Binet, de Vertigo, paysan, producteur de figues, qui aurait dû nous amener des figues. Mais on ira chez lui ensuite en cueillir. Je vais laisser tout de suite je vais laisser les intervenants se présenter. J'aimerais qu'on soit extrêmement attentif à tous ces points de vue, parce qu'en fait, on va utiliser une séquence assez classique. Chaque intervenant aura 10-15 minutes pour défendre sa vision. Et puis, après ces 10-15 minutes cumulées, le dialogue s'installera entre les panélistes. Et puis, dans ce dialogue, après ça, on sera toutes et toutes invités à participer aussi. Donc, soyons attentives. N'oublions pas la première personne qui a parlé et ne posons pas les questions seulement à la dernière. Donc, soyons attentives et préparons-nous à nous enrichir ensemble. Merci beaucoup. Thomas. Lionel. Oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc Lionel Poitvin, je suis le directeur régional de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en Nouvelle-Aquitaine, donc la grande région qui vous accueille au travers de cette manifestation. Donc l'ADEME, qui est un peu le bras armé des pouvoirs publics pour intervenir donc sur les approches climat, les approches ressources, tout ce qui va être gestion des déchets, maîtrise de l'énergie, développement des énergies renouvelables, et puis les approches sur les territoires, notamment en termes de mobilité. Alors justement, qu'est-ce qui peut-être lie les approches ADEME? Quelles sont les grandes orientations ou les grandes priorités? Donc c'est pouvoir répondre aux deux grands enjeux, aux deux grands défis du XXIe siècle, que sont d'une part la lutte contre le changement climatique, donc qui est un des objets, je crois, qui va être largement évoqué lors de ces journées. Et puis, autre enjeu sur lequel peut-être il y a moins d'intervention, qui est celui de l'épuisement des ressources naturelles, puisque nous consommons, arrivé au mois de juin, nous avons déjà consommé notre équivalent planète en termes de ressources. Donc là, il y a réellement un énorme souci. Et donc cette approche climat et cette approche ressources, les réponses, elles sont liées. Et ces réponses, elles passent par une grande mobilisation des territoires, faire en sorte que justement, il y ait une appropriation par les territoires pour pouvoir apporter des réponses concrètes. Ces réponses concrètes, elles sont bâties, c'est aussi l'action de l'agence, elles sont bâties sur les trois grands piliers pour nous de la transition écologique. Premier pilier, c'est donc de faire en sorte de changer nos comportements de consommateurs ou de citoyens pour aller vers une plus grande sobriété, bien réfléchir aux gestes que nous faisons, à leur pertinence ou leur utilité en termes de mobilité, en termes d'achat, à la maison comme au travail. Donc aller vers donc une réduction de nos consommations d'énergie, mais aussi de matière et d'espace. Donc pilier numéro 1, la sobriété. Pilier numéro 2, avoir les techniques les plus efficaces, notamment en termes de production d'énergie, mais aussi en termes de production de biens et de services. Donc aller vers une économie par la technique, une économie de matière, une économie d'énergie, une économie de ressources. Et là, donc, les entreprises et les industriels sont en première ligne et en lien aussi avec le consommateur, parce que comme nous le verrons, il y a un jeu d'acteurs entre producteurs et consommateurs
sur lequel je pense que finalement, celui qui détient la clé de la réussite, c'est le consommateur. Mais nous y reviendrons. Et puis, troisième pilier, celui du développement des sources renouvelables, qu'elles soient énergétiques ou matières. Mais là, attention, les politiques ou les actions des territoires ne peuvent reposer uniquement sur ce troisième pilier. Si nous prenons l'exemple de la biomasse à des fins énergétiques ou à des fins matériaux, c'est vrai que c'est une source renouvelable, mais par contre, c'est une source qui n'est pas inépuisable localement et temporellement. Il y a des conflits d'usage et il y a par ailleurs le bilan carbone pour qu'il reste satisfaisant. Il faut encore poursuivre le développement de la forêt et il faut faire en sorte que justement ce cycle court qui permet la neutralité carbone soit toujours présent. Donc, je me répète, du renouvelable, oui, il en faut, ça fait partie des solutions, mais du renouvelable qui ne constitue pas la solution, c'est-à-dire le renouvelable, à condition qu'en amont, on ait fait d'énormes efforts de réduction de nos consommations, et puis par ailleurs, on ait fait l'effort, notamment en termes d'investissement, pour aller sur les technologies les plus performantes, et de la performance énergétique et technologique au service des comportements. Donc sur ces trois aspects-là, nous avons, sur l'aspect carbone, mis en place au niveau de l'ADEME ce que nous appelons des visions 2030-2050. C'est-à-dire que des objectifs sont fixés de réduction de 75%, le fameux facteur 4 de nos émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, la neutralité carbone conduirait à aller au-delà, vers un facteur qui serait plutôt de 5 ou 6, en intégrant donc la compensation et les puits de carbone, mais même en restant donc déjà sur ce facteur 4 qui est ambitieux. Ça signifie donc pour nous, Français ou Européens, ça signifie donc de pouvoir réduire, diviser par 2 nos consommations d'énergie et de carbone. Donc division par 2 à horizon 2050, donc c'est colossal. Par ailleurs, donc pouvoir aller sur un modèle où nous aurions, pour l'aspect carbone, 70% d'énergie renouvelable, et le tout, d'après nos scénarios, permettrait de tendre vers donc cette division par 4 ou par 5 de notre carbone. Et là encore, la réponse, elle est sur les comportements. Autant nous sommes à peu près dans les orientations en termes de développement des énergies renouvelables, autant nous sommes totalement dans les choux en termes de réduction de nos consommations d'énergie. Donc c'est vraiment cet aspect de comportement, de sobriété, de changement de modèle de fonctionnement sur lequel il faut travailler. Sur l'autre aspect, celui de la ressource, donc nous prônons le développement d'une économie dite circulaire, là aussi éviter donc le gaspillage et faire en sorte qu'à l'échelle des territoires, nous puissions, dans ce jeu d'acteurs entre consommateurs et producteurs, donc faire en sorte, alors c'est un petit peu le phénomène de l'œuf et de la poule, il faut que les producteurs mettent sur le marché des produits vertueux, des produits qui génèrent moins de déchets, des produits qui consomment moins d'énergie et de matière. Mais pour cela, il faut que le consommateur ait une demande et un comportement qui est évolué pour répondre donc à cette demande et que donc impulser un signal positif chez les industriels pour que ceux-ci produisent les biens correspondants. Donc c'est un peu le principe de l'économie circulaire, c'est-à-dire un industriel qui va agir sur l'éco-conception de ses produits, qui va aller chercher des sources de matières premières locales, qui va réfléchir à des approches d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire, et là aussi le consommateur a son rôle, c'est-à-dire remplacer la possession d'un bien par un accès à l'usage. L'exemple, ce sont... Alors, des grands industriels ont déjà passé le cap. Prenons l'exemple de Rank Xerox ou de Michelin. Michelin, maintenant, vend des kilomètres de pneus. Il ne vend plus des pneus. Alors, vous allez me dire, où est l'intérêt par rapport à l'environnement? Alors, l'intérêt est que Michelin a intérêt à produire des pneus qui durent le plus longtemps. Et il a intérêt à prévoir des moyens de maintenance qui soient les plus efficaces. Et il a aussi intérêt à pouvoir recycler, rechapper ses pneus, puisqu'il en est le garant. Il vend à son client du kilomètre, il ne vend plus un pneu.
Idem pour en Xerox pour les photocopieurs, mais on peut aussi aller sur un usage sur lequel le français est dur à bouger, celui de l'automobile perso. Là aussi, pouvoir faire en sorte que très rapidement, on soit en quête d'un moyen de déplacement, qui peut être un véhicule personnel, qui peut être un véhicule individuel, enfin un véhicule léger, mais à multi-usage, et non plus vers l'acquisition d'un véhicule. Et là aussi, ça changera tout en termes de création de services, en termes aussi de durée de vie des véhicules et de fonctionnement. Donc voilà, donc cette approche d'économie circulaire, des producteurs qui produisent différemment, en intégrant un besoin du consommateur vers davantage d'allongement de la durée de vie du produit, vers davantage de services partagés, vers davantage de collaboration, de consommation collaborative, vers davantage de biens aussi sur lesquels le fonctionnement est moins générateur de gaspillage et de coûts. Et enfin, donc le troisième élément de l'économie circulaire, cette opération conduisant à générer moins de déchets, et des déchets qui, localement, deviennent une matière première pour l'industriel. C'est l'exemple de ce qui se passe sur des zones d'activité ou zones industrielles, pas si loin d'ici. Nous avons donc, sur Bordeaux Métropole, mais surtout sur La Rochelle, des exemples où les industriels se sont regroupés pour récupérer certains de leurs produits, mettre en place des sessions d'éco-conception, c'est-à-dire réfléchir ensemble comment produire des biens de consommation avec moins d'énergie et moins de matière. Mais par contre, des déchets, nous aurons toujours des déchets produits. L'objectif est de produire des déchets en moindre quantité et surtout un déchet qui très rapidement est une matière première secondaire en circuit court et utilisée localement. Donc cette approche d'écologie industrielle et territoriale, c'est un exemple aussi de résilience des territoires qui impactent l'industriel et je dirais avec ce binôme totalement indispensable, le binôme consommateur-producteur, sur lequel nous sommes persuadés que le consommateur est celui qui doit impulser. C'est-à-dire que vous et moi devez, au travers de notre demande et de nos besoins de consommation, impacter et impulser, impliquer ce que les producteurs vont mettre sur le marché. Donc ce principe d'économie circulaire, elle est en place sur différents territoires. Nous avons pas loin d'ici, dans le Libournais, donc un syndicat de gestion de déchets qui est devenu un syndicat de l'économie circulaire avec la création d'activités et le soutien des activités de remise en état de produits, de réparation, de création de produits à moindre impact sur l'environnement. Donc aller vers une nouvelle forme d'économie, une mutation de l'économie qui intègre ce principe de l'économie circulaire. Autre exemple aussi d'approche sur les territoires, celui de la gestion de la biomasse. Donc j'évoquais le fait que les sources d'énergie renouvelable, notamment la biomasse, ne sont pas inépuisables et temporellement et localement. Donc il faut vraiment faire en sorte que pouvoir créer donc de nouveaux besoins, donc de nouvelles installations utilisant la biomasse dans nos régions françaises, mais aussi en créant localement donc un approvisionnement en circuit court et un approvisionnement de qualité. C'est-à-dire que là, on remonte sur l'aspect gestion de la forêt et faire en sorte que sur un territoire, on ait une exploitation de la forêt qui intègre donc la vocation puits de carbone de la forêt et qui par ailleurs intègre les différentes missions. J'enlève je dirais un faux message, ou en tout cas de mauvaises idées, mais que vous n'avez pas, puisque vous êtes quand même des personnes, je pense, assez averties. Nous n'abattons pas des forêts pour faire du bois énergie, hein, ça c'est clair et net. Donc dans les grandes installations de production d'énergie par biomasse, c'est le résidu fatal, donc le déchet forestier, qui va servir à alimenter. Donc le principe, c'est de pouvoir, avec les acteurs professionnels de la forêt, les collectivités et les consommateurs aussi, faire en sorte que nous puissions mettre en œuvre un dispositif de la plantation avec les bonnes espèces, qui intègre aussi des notions de biodiversité,
pour aller donc vers un usage de bois d'œuvre. Alors le bois d'œuvre, notamment dans la construction, ça permet de stocker beaucoup de carbone. Donc sur une approche climat, c'est intéressant. Et puis en fin de course, avoir un sous-produit, un déchet que l'on puisse en circuit court réintégrer rapidement par rapport à des besoins notamment énergétiques. Mais tout ceci, ça se met en place avec un dialogue et des échanges à l'échelle du territoire qui vont donc impliquer les collectivités, les forestiers, les associations, etc. Donc cette approche de cette résilience donc sur les aspects forestiers existe dans différents territoires. Donc nous avions lancé une opération, un appel à projet, et nous avons une dizaine de territoires relativement larges qui vont donc du Périgord, du nord de la région jusqu'au Pays Basque, avec donc cette approche-là de gestion donc de la forêt, intégrant les différents usages et intégrant aussi ces problématiques à la fois de préservation des ressources et de préservation du carbone, donc de changement climatique. Autre exemple, celui donc du tourisme durable. Là aussi, dans nos beaux territoires en Nouvelle-Aquitaine, la pression touristique est extrêmement forte sur quelques mois et ça conduit donc à des excès aussi bien en termes de production de déchets que de consommation d'énergie, des gros soucis de mobilité et un impact de mobilité. Donc là, nous avons proposé à différents territoires de voir ensemble comment une forme différente, comment repenser différemment l'attrait touristique en intégrant donc une moindre pression sur le territoire, voire même en faisant de cette approche plus vertueuse un atout pour nos territoires et aussi de la création d'activités. Donc là, nous travaillons avec différents territoires pour faire en sorte que justement des approches sur la production d'énergie par le solaire soient quasi systématiques sur l'ensemble des hébergements. Au passage aussi, nous encourageons les hébergeurs à aller vers l'écolabel européen. Mais un écolabel, c'est une belle médaille, c'est bien, mais il faut aussi que que ce soit généralisé et que l'ensemble des acteurs du tourisme puissent se lancer dans des démarches, donc moins de production de déchets, un déchet donc qui puisse ensuite rentrer dans les circuits locaux, donc pouvoir faire en sorte aussi que le touriste qui arrive à Nouvelle-Aquitaine ait rapidement une sensibilisation et connaisse rapidement aussi les enjeux et les moyens de pouvoir répondre aux attentes des territoires. Et puis, donc, sur l'aspect mobilité, là aussi, faire en sorte qu'on puisse aller vers de nouveaux modes de déplacement et que l'on puisse tester sur les territoires, alors en contrainte, puisque sur le mois de juillet ou le mois d'août, sur nos îles, par exemple, de Ré ou d'Oléron, c'est un peu compliqué, ou sur le littoral. Donc, vraiment aller vers des moyens donc de déplacement qui correspondent donc à cette pression et en profiter donc pour aller sur des choses vertueuses. Alors, dans l'exemple de l'économie circulaire, ok, je vais conclure là-dessus. Dans l'exemple de l'économie circulaire, comme dans ceux de la biomasse à l'échelle des territoires ou du tourisme durable, l'impact activité-emploi est très important, est énorme. Donc, je dirais la mutation des territoires, la résilience des territoires est aussi une opportunité pour ces territoires en termes de création d'activité. Par exemple, sur nos scénarios climat, donc pouvoir tendre vers le facteur 4, on a estimé côté ADEME que c'était générateur de 900 000 emplois, de nouveaux emplois. Là aussi, il y a tout un travail en termes de formation, de reconversion à mener. Sur l'aspect économie circulaire, de pouvoir réduire de 15%, donc d'ici 2030, réduire de 15% notre préemption de matières premières dans les circuits industriels, ce serait générateur de 300 000 emplois. Avec un exemple, et je terminerai là-dessus, pouvoir enfouir une tonne de déchets, en gros, c'est équivalent d'un emploi. Par contre, de pouvoir faire en sorte, dans ma boucle d'économie circulaire, de pouvoir aller sur du démantèlement, de pouvoir valoriser, retirer les différentes pièces, rallonger la durée de vie des produits, c'est 50 emplois. Vous voyez, un facteur 50 entre le jeté bête et des circuits un peu plus complexes de l'économie circulaire. Donc, je conclurai là-dessus. Oui, la transition, la mutation des territoires, elle est en marche.
Elle n'est certainement pas assez rapide, mais surtout, c'est une chance que les territoires doivent saisir en termes de création d'activités et d'emplois. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Thomas Binet, qui va se présenter et puis qui va essayer de tenir les 10-15 minutes, enfin les 15 minutes, pour faire en sorte qu'ensuite on ait le temps de débattre. Merci. Merci. Une attention portée au temps de pression, parole et aux dimensions concrètes. Nous sommes toutes et toutes bien d'accord. Il y aura un temps de discussion, donc vous inquiétez pas. Ne nous interrompez pas pour aller plus vite. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Thomas Binet. Je dirige Vertigolab, qui est un bureau d'études qui est situé de l'autre côté de la rue, à l'étage. Donc on a nos bureaux à Darwin. On est une équipe de 11 économistes, ingénieurs agro, écologues. Et nous, notre spécialité, c'est de mesurer l'impact socio-économique et environnemental des projets, des stratégies, des politiques. Et l'idée, et notre conviction en tout cas, c'est d'utiliser ces mesures pour proposer des choses qui font sens pour la collectivité, qui font sens pour l'entreprise, qui créent de l'emploi, qui créent de l'économie, qui contribuent à l'économie, mais qui font aussi sens en matière d'impact environnemental. On écrit beaucoup de rapports, parfois personne ne les lit, et aussi on met des choses en place de manière concrète, c'est aussi ce qu'on s'est dit. Donc, je vais essayer d'être concret, monsieur. En fait, je n'ai pas préparé de longs discours. En fait, j'ai une femme qui va accoucher dans quelques jours ou quelques heures. Et j'espérais vraiment... Ah non, c'est pas fait, c'est pas fait. Enfin, moi, je fais pas grand-chose, mais c'est pas encore fait. Et non, c'est pas vous le père. Enfin, peut-être, mais il faudrait qu'on recoupe nos agendas. Donc, j'ai rien préparé, en fait, jusqu'à hier soir, où je me suis dit, là, vraiment, il va falloir que je m'y mette. Et on m'a dit, tu parles de résilience locale. Donc, c'est le sujet, hein, c'est ça? Enfin, bon, du coup, j'ai préparé quelque chose sur la résilience locale. Et donc, résilience locale, pour moi, c'est un terme tout à fait intéressant, tout à fait antinomique à la base, parce que, donc, résilience, vous êtes tous un public très, très averti, vous savez ce que c'est. Hein, c'est la capacité d'un système à revenir à son équilibre, initialement, et puis maintenant, on a déformé ça en la capacité d'une communauté à rebondir face à une crise ou à un risque majeur, etc. En gros, c'est l'idée d'aller de l'avant. Et local, bah, c'est local, donc ça c'est bon. Et donc, l'aspect résilience locale, déjà, moi j'ai commencé à y réfléchir, je me suis dit, en fait, c'est anti-humain déjà à la base, parce qu'on est tous intéressés par la résilience, bien sûr, puisqu'on veut survivre, mais on est avant tout des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'on se déplace quand il y a un problème quelque part. Voilà. La sédentarisation est arrivée très tard dans notre développement, donc en général, quand il y a un problème, on part quelque part. Donc on est tous migrants, vraiment, et tous. Et puis pour avoir travaillé un peu en Afrique de l'Ouest, moi j'ai suivi vraiment, enfin l'Afrique c'est vraiment... c'est fou en termes de migration interne. Nous, on voit la Méditerranée, etc., des choses atroces, mais il y a énormément, il y a toujours eu beaucoup de déplacements au sein de l'Afrique. Et j'ai notamment travaillé sur les migrations des agriculteurs après les grandes sécheresses des années 70 en Afrique subsaharienne, qui sont devenus pêcheurs, en fait. Et on la Banque mondiale leur a offert des moteurs, des navires, etc. Et puis ils sont partis à la pêche alors qu'ils savaient ni nager ni conduire un bateau. Et tout ça, en fait, on peut les qualifier de migration environnementale. Voilà. Donc c'est aussi ça la résilience, c'est la résilience par la dynamique territoriale et migratoire. Voilà. Donc maintenant, si on doit parler de résilience locale, et surtout à notre échelle, à l'échelle d'un territoire, en fait, c'est principalement pour les besoins vitaux, on parle principalement des besoins vitaux, de pouvoir être approvisionné en nourriture, approvisionné en eau et en énergie, et de pouvoir continuer à le faire sans dégrader notre qualité de vie. C'est un peu comme ça que je le vois de ce côté-là de la Méditerranée en tout cas, parce que nous on parle de qualité de vie, par ailleurs on parle de vie tout court, c'est-à-dire que pour certains la résilience locale n'est pas un sujet parce que
il n'y a pas les conditions de survie qui sont réunies, ou alors, quand les conditions de survie sont réunies, on ne parle pas de résilience locale, là on parle carrément de pouvoir continuer à vivre. Donc je pense qu'il faut quand même tempérer un peu les propos et avoir ces deux niveaux de réflexion, notamment au regard des interventions qu'on a eues tout à l'heure. Alors moi j'ai une exploitation agricole, donc je vais parler plutôt d'alimentation parce que c'est plutôt ça qui m'intéresse. Je pense que sur l'énergie, il y a tout un sujet autour de l'autonomie et de la relocalisation d'un certain nombre de sources énergétiques, clairement, vous en avez parlé. Sur l'alimentation, ça tombe bien parce qu'on a fait un travail pour Bordeaux Métropole récemment, où on s'est intéressé à l'autosuffisance alimentaire de la ville, ou en tout cas son autonomie alimentaire. Et donc on a fait des calculs, on est économiste, donc forcément on fait des calculs, et on s'est intéressé, est-ce que vous savez, vous avez une idée du nombre de jours dans l'année pendant lesquels les agriculteurs de la métropole peuvent nous nourrir? Combien? 2, ouais, pas mal. 3, bon, ok, bon, c'est pas beaucoup, quoi, en tout cas. Ben, c'est vrai, c'est pas beaucoup. Alors, on voit passer des chiffres 1, etc. C'est pas exactement ça. Nous, on l'a vraiment calculé, c'est 7 jours. Voilà. Ça veut dire qu'en gros, le 8 janvier, les Bordelais mangent à crédit avec les autres territoires. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 1,8% de la population bordelaise, de la métropole bordelaise, qui est nourrie par les agriculteurs de la métropole. Donc, quand on parle d'autosuffisance alimentaire, on est vraiment, vraiment loin du compte. Et en fait, c'est un vrai sujet en termes de diagnostic. Donc, et ça pose la question en fait de la reconnexion avec les territoires limitrophes, soit avec les territoires de production, on a parlé de soja, du Brésil, etc. tout à l'heure, c'est clair, mais aussi avec les territoires voisins. Donc, une fois qu'on a posé un peu le diagnostic, on pense à l'eau aussi. L'eau, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on dépend énormément de l'eau pour la production alimentaire, c'est-à-dire que tout ça, c'est extrêmement lié, notamment notre résilience alimentaire, elle dépend étroitement de l'eau qu'on pourra avoir prochainement. Tu parlais de moins 30% de débit d'étiage, c'est ça la réalité. Hein. Je crois que c'est la même, à peu près, moins 30 ou moins 40% de débit d'étiage pour la Garonne, le bassin de la Garonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en termes de production agricole, c'est clairement, nos productions agricoles sont menacées. Et l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'assurance vie de l'agriculteur et du paysan. Sans eau, il n'y a rien qui pousse, quoi. On sait faire un peu des céréales, mais on ne sait pas faire du maraîchage, on ne sait pas faire d'arboriculture, on ne sait pas faire tout un tas de choses. Donc, ça pose vraiment, vraiment, vraiment question. Alors, comment accélérer cette résilience ou comment la favoriser à l'échelle locale? Nous, on travaille beaucoup sur l'économie territoriale avec des approches de relocalisation de l'économie. Alors, c'est un bien gros mot, ça lève des sujets sur le protectionnisme, etc. Je ne veux pas en venir là parce que c'est un sujet qui ne s'arrête plus après. Mais en tout cas, l'idée de relocaliser un certain nombre de nos facteurs de production, de penser nos territoires comme aussi des écosystèmes entrepreneuriaux ou industriels, c'est, je pense aussi, créer les conditions d'une survie, ou en tout cas d'une source de revenus. Parce qu'avant de parler de transition écologique, il faut aussi poser les bases de la création et du maintien d'emplois sur des territoires urbains, territoires ruraux. Et donc, les stratégies de création d'emplois, et notamment ce qu'on appelle la remontée de filière, c'est-à-dire d'être capable petit à petit de créer des maillons de la chaîne de valeur, c'est-à-dire on commence par monter c'est la Corée du Sud qui a fait ça, et ils ont commencé par monter les voitures, et puis après ils se sont intéressés aux pièces, ils ont construit les pièces, et puis finalement ils ont fait aussi la commercialisation, etc. Et puis ils ont remonté toute la filière, et ils ont pu, grâce à ça, créer énormément d'emplois, créer des écosystèmes industriels. Et je pense que c'est une stratégie tout à fait intéressante. Nous, en tout cas, on travaille sur ça, en se disant, évitons de multiplier ou de spécialiser à outrance certains territoires, en concentrant vraiment les facteurs de production, et essayons de penser plutôt en matière de chaîne de valeur, en intégrant un peu tout ça. Voilà. Donc, ça suppose de partir de ces atouts, et c'est vrai que chez Vertigolab, c'est aussi ce qu'on fait, puisqu'on fait des diagnostics de territoire.
où on calcule finalement quels sont les secteurs qui vont générer sur un territoire le plus d'emplois ou le plus de PIB. Et en fait, c'est des effets boule de neige, en fait. J'ai plus que 2 minutes. Ah ben voilà, j'avais des trucs à dire, finalement. Notamment, bon, mais j'arrête, ça je dis pas. Alors, résilience communautaire. Donc là, c'est tout le travail des petites communautés, des petits projets, des ONG qui lancent. Je ne vais pas parler de ça, je pense qu'on pourra y revenir. Moi, ma conviction, en tout cas, elle est que le colibri parfait, on va dire, le citoyen modèle, celui qui fait pipi sous la douche, celui qui chauffe sa maison à 16 degrés, en fait, de manière individuelle, ne peut réduire son empreinte environnementale que de 25% au max, même s'il passe à 14 degrés, ce qui est quand même un peu frais. C'était au début à Darwin la température dans les bureaux, on essayait. C'est quand même pas suffisant pour arriver à une neutralité carbone ou en tout cas une empreinte environnementale qui fasse du sens. Donc il nous faut atteindre 80%. Donc on aura beau faire tout ça, il faut penser à autre chose. Et nous, ce sur quoi on travaille aussi, ce sont les infrastructures. Donc à la fois les infrastructures de transport, de réseau, d'électricité, enfin d'énergie, et puis les structures alimentaires et les structures liées à l'eau et aux déchets. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de défendre, c'est une nouvelle approche de ces infrastructures. Et je pense que notre résilience, elle passe aussi par là, par repenser ces infrastructures. Alors, moi aussi, j'utilise un peu des gros mots. Je dis, on passe des infrastructures grises aux infrastructures vertes, ou ce qu'on appelle aussi des solutions fondées sur la nature. Bon, ça ne vous éclaire pas bien, mais c'est juste l'idée de dire, au lieu de penser, par exemple, j'ai des inondations dans ma ville, au lieu de dire, je vais faire une énorme cuve en béton pour dire, je vais stocker mes eaux pluviales quand j'aurai une grosse pluie, et voilà, et j'ai un problème, j'ai une solution. Et en fait, il y a d'autres solutions qui existent, qui font appel à la nature. Notamment, c'est ce qu'on appelle des prairies d'expansion des crues, c'est-à-dire au lieu de faire une cuve en béton qui sert à rien d'autre que quand il pleut, eh ben, on va faire une prairie d'expansion. C'est par exemple la prairie des Égalades à Marseille qui est vraiment typiquement là-dessus, sur laquelle on a travaillé. Et c'est une zone d'expansion, mais quand il pleut pas, c'est aussi une zone de promenade pour les touristes. On y cultive des pommes, on y cultive des légumes, etc. Et là, tout d'un coup, on pense qu'au bénéfice ou une certaine forme de multifonctionnalité. Voilà. Donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus. Ça nous plaît beaucoup. Et ce n'est pas du tout abordé aujourd'hui parce que les ingénieurs civils ont très peur de ce genre de dispositif. Ça fait très peur de mettre la nature quand il s'agit de génie civil. Voilà. J'arrête là. Un grand merci Thomas. On va passer à un spécialiste mondial de l'infrastructure naturelle. Oui, Haïdar, tu es un spécialiste mondial de l'infrastructure naturelle et multifonctionnelle, sauf que parfois tu n'utilises pas ces mots-là. Non. Est-ce que j'ai la permission de parler debout? Merci. Je suis sage, je demande l'autorisation. Et vous avez de la chance parce que je suis malade. Vraiment. Je pars du principe, et c'est Oxfam qui le dit, qu'il y a 10 personnes dans le monde qui possèdent 50% de toutes les richesses de la planète. Il y a 1% qui possède 95%. Les Indiens qui étaient là tout à l'heure, et moi, nous faisons partie des 1% qui possédons les 5%. Alors quand je viens, et qu'en plus j'entends que vous êtes à crédit quand vous consommez la planète, vraiment, est-ce que vous êtes sérieux? C'est terrible. Moi, je suis né en Afrique, au Sénégal. Bon, il n'y a pas longtemps. Et là-bas, quand j'étais à l'école, on m'a appris que mon grand-père était gaulois. Dans la rue, tout le monde est noir. À la maison, tout le monde parle arabe. Ma mère, mon père, on est d'origine libanaise. Je sors de l'école, je grandis dans la rue,
Je fais le chemin de ma vie. Et il y a quelque temps, Philippe Barre et Karfa Diallo sont venus à Dakar pour me dire « Il faut que tu viennes à Bordeaux pour parler de l'environnement. » Je leur ai dit « Mais l'environnement, elle n'a pas besoin de gens qui parlent pour elle. Elle n'a plus besoin de gens qui parlent pour elle. On ne fait que parler. Elle a besoin de gens qui agissent pour elle. » Et moi, là-bas, en Afrique, qui fait partie des 1% qui possédons les 5%, qui ne vit pas à crédit de la planète. Ah, pas du tout, moi, non. Parce qu'on a dit, on déforeste parce qu'on produit du soja. Mais vous savez que 40% de la nourriture produite est jetée. En tout cas en Amérique. C'est terrible, mais à chaque fois qu'on vient à la COP 21, je suis venu à Paris, c'était la même chose. On entend les gens, en face il y a des gens à moitié endormis ou bien devant l'iPhone. Mais on va où? On est en train de tuer la planète, à crédit ou cash, je ne sais pas. Mais en tout cas, tous les jours, on le constate. On tue la planète. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Oui. Est-ce qu'elles sont simples? Oui. Est-ce qu'elles sont en un mot pour moi? C'est action. C'est qu'est-ce que je mange? Pourquoi je le mange? Qu'est-ce que je bois? Pourquoi je le bois? Je suis un consommateur. Je suis donc responsable. Mais quand je subis, parce que j'ai allumé ma télé et qu'on m'a dit qu'il faut se brosser les dents 5 fois, et qu'on m'a dit que des tas de trucs pour consommer, la meilleure voiture, la plus belle femme, la plus belle maison, c'est terrible pour nous Africains. Vous ne vous rendez pas compte. Et j'ai trouvé trop gentils les Indiens qui étaient là à vous demander de l'aide. Mais c'est vous le problème. Et lui, là, il vous demande de l'aide. Les 1% qui consommaient les 95%. Aidez-nous. Est-ce que vous savez qu'il y a 15 000 fois plus d'argent qui quitte l'Afrique pour aller en Europe, donc 15 000 fois moins d'argent qui quitte l'Europe pour aller en Afrique? Seulement quand il fait le sens Afrique-Europe, on appelle ça business. Et quand il fait Europe-Afrique, on appelle ça aide. Mais vraiment, vous êtes marrant, hein? Et vous vous rendez compte de cela? J'espère. J'espère que vous vous rendez compte de cela, parce que sinon c'est encore plus terrible. Parce que la planète est en train de mourir. Ce n'est pas les forêts amazoniennes, c'est l'océan, c'est la pollution, c'est le CO2, c'est les montagnes qui tombent. La planète meurt. Bon, les 10 là, ils cherchent de l'eau sur Mars. Parce qu'ils vont y aller eux. Donc vous-même là, vous n'irez pas. Moi, je ne veux pas y aller. Mais les gars, je pense que dans le mot action, on peut agir. Moi, de mon côté là-bas, j'agis. Je ne vais pas revenir parce que j'ai un document de 3 minutes ou 4 minutes, si on peut le passer, voilà, qui montre la mangrove. Parce qu'on crée des aires marines protégées, on plante de la mangrove pour restaurer les écosystèmes. Pas pour le réchauffement climatique, hein. Loin de moi l'idée de penser que je plante pour... Il faut enlever le son, laisser les images avec. Loin de moi l'idée de penser que je plante pour le réchauffement climatique. Parce que l'Américain qui niaque dans son hamburger, qui boit son Coca-Cola, il ne veut faire aucun effort. Donc il est hors de question que moi, je fasse cet effort pour qui que ce soit. Mais quand je plante la mangrove, c'est parce que nos champs de riz sont gagnés par le sel. Et donc, la mangrove restaure cet équilibre de sel dans les sols et les champs deviennent fertiles. Donc, nous, on est dans l'action au quotidien. On agit pour la planète, là-bas, en Afrique, au Sénégal, et on vous regarde dans votre soi-disant démocratie, parce que ça aussi, c'est un autre problème que vous nous vendez tous les jours. Pour être candidat, il faut être multimillionnaire. Les multimillionnaires, ils sont 0,002% de la population. Et après, c'est la démocratie.
les gars. On va faire ça jusqu'à quand? On va s'endormir à nous écouter, à vous raconter ces choses depuis la COP 1 jusqu'à la COP 100, jusqu'à quand? Ça suffit. Je n'accuse personne, mais ça suffit. La planète est en train de mourir. On regarde le film? Est-ce qu'on met le son? On vient de voir qu'on a planté de grandes surfaces de mangroves, des milliers, voire des millions de propagules de mangroves, mis bout à bout, il ferait le tour de la planète. On a vu que ça séquestre énormément de carbone. Mais en réalité, nous, on l'a fait parce que nos champs de riz sont en train d'être gagnés par le sel. On l'a fait parce que la pêche est en train de perdre tout espoir de rentabilité. On l'a fait parce que la crevette, les huîtres servent aux populations locales. On l'a fait parce que nous voulons restaurer notre environnement pour permettre à nos populations d'en vivre. Grand merci Haïdar El Ali. On va passer maintenant très rapidement à Massiri Emegay de l'association Nature Right qui fait des choses passionnantes aussi. Merci beaucoup Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Quel challenge de parler après Haïdar. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Je tenais aussi à remercier grandement toute l'équipe de Darwin Ecosystem pour tout le travail qu'ils ont mené pour ce bel événement. Comme l'a dit Guillaume, donc, je travaille avec l'association Nature Rights, qui est partenaire de ce Climax Festival. Du fait de nos actions, en particulier en Guyane française. Moi, de formation, je suis ingénieur en environnement et développement durable. Et je me suis rendu compte à l'issue de ma formation qu'on nous poussait finalement plus à essayer d'arranger, de compenser les actions néfastes de nos activités
plus qu'à remettre vraiment en cause le système établi et à travailler pour des alternatives concrètes. C'est pour ça que quand j'ai rencontré l'association Nature Rights et j'ai échangé avec eux, j'ai voulu m'impliquer sur les projets qui sont menés en Guyane. Pour revenir rapidement sur le sujet de cette table ronde, la résilience locale, tu l'as très bien définie. Je ne vais donc pas vous redonner la définition de la résilience, mais juste se dire que finalement, pour atteindre et pour garantir une certaine résilience, il est indispensable dès à présent de travailler aux alternatives. Vous l'avez bien indiqué, Monsieur Poitvin, de vraiment réfléchir sur l'ensemble des composantes de notre société, à comment mettre en œuvre des alternatives concrètes qui garantissent notre résilience. Alors moi, les alternatives concrètes dont je voulais vous parler aujourd'hui, elles sont en Guyane, mais aussi au Sénégal, car je suis d'origine sénégalaise et j'accompagne depuis quelques années un projet qui je le pense, est extrêmement pertinent sur la filière textile. Je voulais revenir sur l'histoire du textile au Sénégal. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, les pays d'Afrique de l'Ouest sont producteurs d'un textile, d'un coton de grande qualité, mais à la fin du XXe siècle, la quasi-totalité des unités de transformation locale de ce coton ont été fermées du fait de la concurrence internationale. Ce qui a entraîné bien sûr une perte d'activité assez dramatique et des emplois locaux qui ont été supprimés sur l'ensemble de la filière. Alors le projet en question, c'est un projet de la société Fibrétique et de l'association Rabalma qui, depuis une dizaine d'années, ont tenté d'accompagner le développement, la redynamisation locale de la filière textile en valorisant des pratiques biologiques et éthiques, à savoir des pratiques d'agriculture de coton biologique, revaloriser le savoir traditionnel sur le tissage et les techniques de teinture naturelle des fils de coton. Tout ça dans une logique de création d'emplois et aussi avec une volonté de transmettre tous ces savoirs. Parce que je pense qu'une des composantes essentielles d'une possible résilience locale, c'est de partir des savoirs locaux, des savoir-faire des communautés, car ce sont des savoir-faire ancestraux qui ont prouvé finalement leur résilience. Sur cet exemple du Sénégal et sur beaucoup d'autres, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, on constate que les grands dangers, ce qui pèse finalement sur ces initiatives locales et sur cette résilience locale, c'est en grande partie la compétitivité due au commerce international, due au libre-échange, à tous ces flux de marchandises, comme tu le disais, Aymar, sur le fait que l'Afrique est pillée de ses ressources et finalement ne récolte pas les fruits. Donc j'aimerais qu'après, on ait le temps de revenir un peu sur cette problématique-là, de comment réguler ces échanges qui aujourd'hui sont complètement dérégulés. Et après le Sénégal, on va traversons l'océan et donc l'endroit où je veux vous emmener, c'est la Guyane française. J'y vis depuis à peu près 3 ans et je m'implique avec l'association Nature Rights auprès de projets locaux de soutien et d'accompagnement d'initiatives qui valorisent et qui s'appuient sur les savoir-faire traditionnels des communautés. Et donc on a, en accompagnant différents projets, en rencontrant les porteurs, on a constitué cette année, début 2019, un réseau qu'on a nommé le réseau des savoirs de la forêt, qui rassemble plusieurs porteurs de projets issus de différentes communautés de Guyane, parce qu'il faut savoir que c'est un territoire français, mais qui est finalement composé d'une multitude de communautés, à la fois amérindiennes, à la fois issues de l'esclavage, qu'elles soient créoles, noirs marrons, et également des communautés asiatiques. Donc il y a
un bouillonnement culturel qui finalement est la richesse, la plus grande richesse de la Guyane et qui, à l'heure actuelle, n'est pas suffisamment valorisé. Donc c'est le travail qu'on mène avec Naturide, c'est le réseau des savoirs de la forêt, de créer de la valeur avec ces savoirs traditionnels et partant des volontés des communautés et des porteurs de projets. Je voulais vous montrer une petite vidéo parmi ces porteurs de projets. Un agriculteur passionnant et engagé qui s'appelle Franck Nénès, qui est issu de la communauté du peuple Kalinia, dans un village de Bellevue, si certains connaissent la Guyane. Donc on va regarder ce que Franck a à nous dire et je continuerai après. Bienvenue sur ma parcelle. Je vais vous montrer c'est quoi exactement l'agroforesterie. Alors, comme vous le voyez, il y a énormément de diversité végétale. Vous avez ici donc le roucou, qui est utilisé donc, dans des mets culinaires traditionnels. On a de la papaye, de la banane. On garde au maximum ce qu'on appelle des plantes sauvages, comme par exemple le bois canon, qui peut apporter du phosphore et de la phosphate. C'est-à-dire qu'on va laisser pousser à un moment donné. Par la suite de quoi? On va les couper, on va les mettre au pied des bananiers, par exemple. Alors donc ça, c'est un arbre qui est très précieux pour nous. Donc ça s'appelle un pois sucré. Donc c'est un arbre qui fixe l'azote de l'air et qui le restitue au sol et ça permet aux plantes de se développer. Ça s'appelle l'ayaweko, donc c'est également un arbre fixateur d'azote. Le fait de travailler comme ça permet à la plante d'avoir une bonne santé, une très bonne santé. Pas besoin d'utiliser des compléments phytosanitaires. La plante grandit toute seule. Et aujourd'hui, on sait en fait qu'il y a une sorte de coopération entre les végétaux. Voilà, pour dire en fait que finalement, il n'y a pas de mauvaises herbes en fait. Un abattier, donc c'est une zone qui est coupée, hein, qui va être transformée en parcelle agricole. On va couper le bois. On va laisser sécher pendant à peu près 1 mois à 2 mois. Après ça, on va brûler pour que les plantes puissent se nourrir des cendres. C'est une technique mais vraiment spécifique à l'Amazonie, puisque nos ancêtres l'ont utilisé. Alors vous voyez, donc le sol est bourré de charbon. Donc ça permet d'avoir un bon sol et ça donne des résultats quand même assez phénoménaux. Cet arbre-là, c'est un avocatier. Il n'a pas 2 ans. Là, ici, on a donc une petite parcelle d'igname. Hein. Donc c'est ça en fait. Vous voyez, donc le ver de terre là, ça c'est excellent ça pour le sol. Ben, ça c'est nos amis, hein. Ce sont nos auxiliaires. Ben, quand on les voit, on est content. Dans ce sol, on utilise des produits chimiques. Moi, je n'ai utilisé. Le sol ne ressemble pas à ça. Hein. Le sol devient tout pâle. Il n'y a aucun micro-organisme qui y vit. On va remettre. Et voilà. Avec les produits phytosanitaires, on a des résultats assez énormes au départ, mais après, donc, ça périclite. Parce que finalement, quand on regarde bien, la méthode alternative est beaucoup mieux à long terme, dans la durabilité. Là, donc ça, c'est le groseille pays. Hein. Ça, on l'utilise donc pour faire du jus, de la confiture et du sirop. C'est dommage quand même de consommer des choses qui ont fait plusieurs milliers de kilomètres par avion ou par bateau, quoi. Nous, peuple amérindien, peuple premier, natif, on a quand même légué au monde pas mal de produits, hein, notamment la pomme de terre, la tomate, le piment, le haricot. Je crois quand même qu'on doit préserver cette fierté et puis de redécouvrir, de développer, et puis à nouveau donc de recommencer à produire nos propres produits locaux, quoi.
Je pense que partout dans le monde aujourd'hui, il y a des paysans qui ont pris conscience que le paysan ne doit pas exploiter le sol, mais doit travailler avec le sol. Le sol est vivant. Le sol, c'est, comme on dit chez nous, c'est notre mère nourricière. C'est quand même extraordinaire ce que la nature peut apporter, quoi. Extraordinaire. Je suis presque ému en disant ça parce que on n'est rien par rapport à ça. On ne fait que demander au sol, que de travailler avec le sol. Et après, donc, la fierté, l'humilité au fait de pouvoir récolter tout ce qu'on a fait, c'est quelque chose quand même de phénoménal, quoi. Merci, merci pour Franck, je lui transmettrai vos applaudissements à mon retour en Guyane. Ce qui est très intéressant dans le travail de Franck Nénès et de beaucoup d'autres agriculteurs, associations, artisans du réseau des savoirs de la forêt, c'est vraiment de partir de leurs connaissances, de leur savoir-faire pour créer de la valeur. Et une attention particulière est portée à toutes les actions de transmission. Parce qu'ils sont, on est conscient aujourd'hui que c'est pas forcément nous qui auront la solution définitive, mais c'est aussi en assurant une transmission aux générations futures que finalement la résilience pourra quelque peu nous aider. Et donc il y a d'autres projets des acteurs du réseau des savoirs de la forêt qui sont très intéressants. Il y a une association qui s'appelle l'association Panakou, qui est présente sur l'Est guyanais, qui travaille sur la valorisation des savoirs traditionnels de la communauté Palikour et avec laquelle on porte un projet d'un centre de transmission de ces savoir-faire. Également un projet sur l'Ouest guyanais, cette fois sur le fleuve Maroni, porté par un artisan de la communauté Wayana qui s'appelle Aïma Wale et qui est un des porteurs de savoir des connaissances ancestrales qui œuvre pour cette transmission-là. Donc c'est aussi ce lien qu'on essaye à travers le réseau des savoirs de la forêt, recréer du lien entre les communautés, un lien qui a été largement endommagé par les processus de colonisation. Et donc, les échanges qu'on organise auprès du réseau visent vraiment à faire se rencontrer les porteurs de projets, les communautés. Et donc, il y a un peu cette logique de résilience collective qui est un des objectifs. Je pense qu'on parlera après, peut-être dans les échanges, des dangers et des limites qui pèsent sur ces projets d'alternatives. Il me semble qu'ils sont de deux grandes catégories. Il y a tout ce qui est intérieur au territoire, avec des méga projets industriels ou miniers qui sont finalement qui mettent en danger directement les communautés, comme on l'a entendu tout à l'heure sur l'autre conférence, mettent en danger ces communautés et donc leur capacité de proposer des alternatives, de proposer une résilience. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi les risques extérieurs, et je pense que c'est tout ce qui entoure le commerce international de manière dérégulée, les taux d'importation vers la Guyane ou vers les pays d'Afrique sont énormes. On voit que finalement, comme on le disait, le pouvoir du consommateur est essentiel, mais lorsque des produits qui sont produits localement coûtent beaucoup plus cher que tout ce qui est importé, finalement le consommateur est un peu démuni face à ça. Et je pense qu'il y a là une implication nécessaire des pouvoirs publics de rééquilibrer ces échanges-là. Pour finir très rapidement, je voulais insister, c'est un peu le thème de ce festival sur le déracinement du monde. Et donc il est important, quand on parle de résilience, quand on parle d'alternative, de replacer vraiment notre interdépendance l'interdépendance des sociétés humaines avec la Terre au centre des préoccupations. Je pense que c'est vraiment ce lien et cette interdépendance qui est
à la racine même de la résilience. Il y a aussi tout ce qui entoure donc le lien, notre interdépendance avec la terre, notre interdépendance entre nous également, entre les communautés, casser les murs, comme tu le disais, créer des ponts, et des ponts entre les êtres vivants aussi. Je voulais évoquer un livre qui m'a profondément touché, de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, et je suis heureux de savoir que Pablo Servigne sera là demain, je vous invite à aller le voir. Le livre s'appelle L'entraide ou l'autre loi de la jungle. Et ce qui est clairement évoqué, ce qui est clairement dit, c'est que les sociétés, pour que la société soit résiliente, pour qu'elle puisse perpétuer, il faut placer l'entraide et la coopération au centre de nos préoccupations. Je vais finir par une petite citation de Darwin, c'est l'occasion. Et d'ailleurs, elle est écrite derrière vous. Ce n'est pas la plus forte des espèces qui survit, ni la plus intelligente. C'est celle qui est la plus adaptable au changement, qui vit avec les moyens disponibles et qui coopère contre les menaces communes. Merci beaucoup. Merci Massiri, merci Thomas, merci Haïdar et merci Lionel pour nous avoir montré et nous montrer que en fait, ce qui est possible, c'est l'action et l'engagement. Et vous êtes, je crois, 4 exemples d'acteurs à la fois très dynamiques et fortement engagés dans des domaines, avec des perspectives qui sont très différentes, vous l'avez vu. Ce qui nous permet d'avoir un dialogue à la fois varié et intéressant. Est-ce que vous avez vous-même des questions à poser à certains autres des panélistes avant que nous passions à un dialogue avec nous toutes et tous? Oui. Moi, j'ai une question pour Haïdar. Je suis déjà très content de te rencontrer aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est une légende, une star, pas le ministre, celle d'Apnea, celle de l'Océanium, puisque il y a 25 ans déjà, moi je lisais Apnea, c'est pour les non-initiés, c'est le magazine d'apnée et de chasse sous-marine en fait. Et l'Océanium, il y a un reportage sur la chasse au Sénégal et toute ma famille venait chez toi faire de la chasse sous-marine et moi j'étais trop petit, j'avais pas le droit. Et pour moi c'est une belle rencontre. Et ma question s'adresse plutôt au ministre. Comment tu te dis activiste? Enfin, qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté? C'est-à-dire comment faire avec ce paradoxe-là, qui est celui de l'activiste ministre, puisqu'on n'en rencontre pas tous les jours. Hein. Et moi, ma question, c'était comment on arrive à se lever le matin avec qu'est-ce qu'on fait? Et je sais, puisque j'ai travaillé au Sénégal, j'ai fait ma thèse sur les pêches d'Afrique de l'Ouest, c'est peut-être le sujet le plus déprimant qui soit. Et comment est-ce qu'on fait pour être compatible avec ces valeurs tout en essayant de se concentrer sur l'action et sur les résultats? Merci. En tout cas, de mon côté, c'était possible parce que je suis resté, même en tant que ministre, le protecteur de l'environnement que j'étais avant et que je suis resté après. Quand je suis venu ministre de l'Environnement, je connaissais les préoccupations de la forêt, du trafic de bois. C'est quelque chose qui est dément. Hein. C'est 7000 conteneurs de bois dans un pays sahélien qui quittent le Sénégal pour aller en Chine par année. Dans un pays sahélien avec le désert au nord et une petite forêt au sud. Donc, je vais donner un autre exemple. Une semaine après avoir été nommé ministre, je suis allé en poste de contrôle d'où passe 80% du trafic donc de produits forestiers, charbon, bois. Et là, j'ai demandé à compter de minuit à minuit
le nombre de camions qui étaient passés là sur un jour et j'étais tombé sur 51 camions de bois, camions de 30 tonnes et 48 camions de charbon de 400 sacs. Alors j'ai envoyé un inspecteur et je lui ai dit, il faut compter sur 3 mois, puisqu'on est au mois d'avril, je suis ministre, compte janvier, février, mars. Il a trouvé 1560 camions de 30 tonnes de bois et 2580 camions de 400 sacs de charbon. Donc on va arrondir à 2500, ça fait 1 million de sacs de charbon et 1560 camions de 30 tonnes. Alors, bien sûr, je convoque le directeur des eaux et forêts de l'époque. On venait d'être nommé, hein. Donc le président Macky Sall venait d'être nommé et moi-même, je venais d'être ministre que depuis une semaine. Donc je convoque le directeur des eaux et forêts et je lui dis, voilà, monsieur le directeur, les chiffres que j'ai trouvés. Et il les a contestés. Il m'a dit, non, je conteste ces chiffres-là. Je dis, bon, alors vous allez les compter vous-même et vous revenez me voir. Donc il est allé les compter, il est revenu, il m'a dit, vous avez raison. J'ai trouvé les mêmes chiffres. Je lui dis, bon, donc je suis doublement inquiet. Première inquiétude, c'est beaucoup. Deuxième inquiétude, tu ne maîtrises pas tes chiffres. Alors, je lui dis, comment se fait-il que 60% de ces camions ont bénéficié d'un permis gratuit? Parce que quand même, on exploite la ressource, mais ça doit payer des taxes qui doivent aller à l'État pour que l'État puisse travailler, faire des hôpitaux, des écoles. 60% de ces permis étaient gratuits. Comment se fait-il? Il me dit, c'est votre prédécesseur qui m'a autorisé cela. J'ai dit, vous avez une note écrite? Un ordre écrit pour ça, c'est grave. Il me dit, non, c'était verbal. J'ai dit, bon, écoute, pour moi, c'est de la corruption, donc pour moi, on va arrêter ça parce qu'on est un pays sahélien, on ne peut pas se permettre de trafiquer le bois autant. Maintenant, quand on est comme ça, mais il faut savoir que ça ne dure jamais longtemps. Mais le temps que ça dure, en tout cas, ça marche comme ça. Mais ça ne dure jamais longtemps parce que les lobbies aussi sont puissants. Même chez vous, hein. Il ne faut pas croire que c'est seulement chez nous, hein. Même chez vous, les lobbies, ils obligent les gouvernements à toutes sortes de choses. Donc, je crois que tout dépend de l'homme qu'on est et de la conviction qu'on a. Donc, moi, le président Macky Sall m'a soutenu et accompagné. D'ailleurs, il vient de me nommer. Je n'ai pas encore pris fonction parce qu'il m'a nommé et je suis venu. Et je lui ai dit, j'avais promis de venir à Bordeaux, donc il m'a dit, oui, vas-y. Donc, il vient de me nommer directeur d'une agence de reforestation et je vais m'atteler à planter tout le Sénégal. Et je vous promets, si encore j'ai un peu d'énergie, je viendrai planter chez vous aussi. Haïdar et les 110 000 Sénégalais et Sénégalaises qui ont planté les mangroves, plus des centaines de milliers en plus, ça promet. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du panel, sachant qu'encore une fois, il faut laisser un peu de temps pour le public? Oui, une question rapide à notre ami guyanais. Donc c'est un peu d'ailleurs la fin du film, des pratiques culturelles, l'agroforesterie très intéressantes, mais l'interlocuteur parlait de réseau. Comment se met en place justement la diffusion de ce savoir-faire? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a un réseau de savoir-faire qui permettent donc de démultiplier ce type de réalisation? Oui, ben, justement, en fait, c'est tout l'enjeu de notre action de diffuser ces pratiques. On a pu depuis 2 ans, moi ça fait donc à peu près 3 ans que je suis en Guyane et 2 ans que je suis vraiment impliqué sur ce projet-là. On a organisé plusieurs sessions d'ateliers, d'échanges, de rencontres entre communautés sur les thématiques d'agroforesterie, d'agrotransformation des productions agricoles et sur d'autres thématiques, que ce soit valorisation en artisanat des
des essences naturelles, également des projets autour de l'écotourisme et autres. Donc il y a vraiment voilà, cette volonté de soutenir et de mettre en réseau pour que le message soit porté et diffusé plus largement en Guyane. Et également, on s'appuie sur des réseaux existants, notamment le réseau d'innovation et de transfert agricole, qui est un dispositif dans l'ensemble des territoires ultramarins, qui assure justement des temps de rencontres et qui donne la parole aux agriculteurs pour permettre de diffuser leurs pratiques. Donc c'est un peu ça. Et j'ai juste oublié de préciser lors de ma présentation qu'on a un showroom qui présente les actions de Naturites et du réseau des savoirs de la forêt, juste à l'entrée de la galerie. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir. Merci. Et merci pour la question. Alors, on est pris par le temps parce que la conférence d'avant a mangé une vingtaine de minutes sur notre panel. Néanmoins, on va pouvoir se parler. On aimerait on a conscience du fait que ce panel est totalement masculin et que si on veut changer le système et pas le climat, on commence mal. Et on aimerait bien que, du coup, il y ait un peu plus de parité. Évidemment, tout le monde est libre d'intervenir, mais c'était une invitation. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole? Oui, madame? J'ai vu une main ici, une main là. Alors, madame? Ok, je t'ai vu aussi. Pour des questions, hein? Oui, pour une question, oui. J'avais une question à monsieur Poitvin en particulier. Il a parlé de produits vertueux que les producteurs pourraient fabriquer après un bilan matière, énergie, étude d'impact, voilà, éco-conception. Je voudrais savoir ce qu'il pense de l'opération de pose de Linky à marche forcée, c'est-à-dire balancer 35 millions de compteurs qui fonctionnent à la poubelle, des compteurs qui durent quand même pas mal d'années, 70 ans je crois, qu'on remplace par des compteurs soi-disant intelligents. Donc j'ai mon opinion sur le sujet, mais que pensez-vous, vous, sur cette pause à marche forcée de compteurs? Et je voudrais une réponse qui soit sincère, qui ne soit pas politiquement correcte. Voilà. Bien, donc sur les compteurs Linky, hein, pour nous, l'objet principal, c'est justement l'information du consommateur. Donc à partir de là, je dirais, dès que, c'est vrai, je dirais tout le mécanisme de porter à connaissance du consommateur lui permettront justement de pouvoir interagir, parce que c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est qu'à l'heure actuelle, les compteurs sont posés, et le consommateur a le sentiment qu'il ne peut pas vraiment agir sur ses consommations. Il a une première information, mais ce n'est pas suffisant. Donc peut-être que dans le stade actuel, ça peut paraître comme frustrant, mais on croit, nous, beaucoup à terme sur le fait que le consommateur puisse, en instant réel, connaître ses consommations, le pourquoi, et qu'il puisse justement infléchir ses comportements au vu concrètement des consommations qu'il génère. Donc, on est plutôt favorable à ce système de connaissance immédiate et d'interaction par le consommateur. Vous aviez demandé de la franchise, vous en avez eu. Est-ce que... Oui. Non, pardon, excuse-moi. Il y a cette prise de parole, puis après tu seras ensuite. Désolé. Ma question s'adresse à monsieur le ministre Ali Haïdar. Moi, c'est Mbaye Ibrahima. Je suis doctorant en histoire de l'environnement. Au collège, à Diembéring, j'ai eu à participer avec vous des questions de reboisement. Et je suis heureux de vous retrouver ici. Et je vous félicite pour votre récente nomination à l'Agence nationale de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Et exactement, pouvez-vous nous parler un peu de cette agence nationale à laquelle de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, puisque
vous avez doublement un défi au Sénégal et aussi de la Grande Muraille Verte qui part de Dakar à Djibouti. L'autre question, c'est au sud du Sénégal. Quels sont actuellement, selon vous, les obstacles à la protection de l'environnement? Parce que malgré la réforme du code forestier au Sénégal, l'implication des forces de l'ordre, des forces de l'armée dans la protection de l'environnement, le trafic de bois persiste. On ne sait pas, vous, en tant qu'acteur, quelles solutions proposez-vous? Merci beaucoup. Bon, merci. Moi, merci d'avoir cité Djembereng. Mon épouse est de Djembereng et je suis venu avec la tenue de mon mariage. C'est la tenue traditionnelle qu'on donne à ce qu'ils appellent, eux, les Diola, donc le peuple autochtone de Casamance, aux travailleurs de la terre. Et en Casamance, on m'appelle Adjaken Etam. On ne m'appelle pas Aïdar ou Ali Aïdar. On m'appelle Adjaken Etam, celui qui rend beau la terre. Donc j'ai intervenu dans 428 villages, dont Djembereng, où tu as participé, merci. Et ça continue, puisque en fait, j'ai quitté un reboisement et dès que je vais rentrer, je vais recommencer. On plante beaucoup chez nous et on plante, mais en même temps, on essaie de planter avec des solutions qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens. On part du principe que les arbres sont liés à des animaux qui mangent les graines, qui les dissèment. Donc on remplace les animaux puisqu'on les a tous tués. Je suis désolé, il n'y en a plus. Et on dissémine nous-mêmes les graines de rognier, d'anacardier, de palmier, d'acaïcédra et tout ça là. Alors l'agence, je suis nommé et je suis venu ici, donc c'est une agence de reforestation. Alors, bien sûr, moi, ce que je veux en faire, c'est des forêts de fruits dans chaque village, parce que bientôt, il nous faudra nous résilier. Ça veut dire qu'il faut que les gens s'adaptent aussi. Donc, on compte mettre des forêts de fruits dans chaque village. On compte planter 365 jours sur 365, parce qu'on a trop reçu l'idée qu'il faut planter pendant l'hivernage. Mais c'est des idées reçues, c'est faux. Il faut planter tout le temps. Et si tu entretiens l'arbre, tu l'arroses, tu peux le planter tout le temps. Donc, quand il ne pleut pas, on va planter dans les maisons des arbres utiles aux gens des maisons, parce qu'on va mener une enquête pour savoir de quel arbre les populations de Djembereng ont besoin, corosol, goyave, citron, etc. Et une fois qu'on a mené l'enquête, on va leur apporter cet arbre dont ils ont besoin, et comme ils en ont besoin, on peut supposer qu'ils vont le protéger, l'entretenir. Donc, on peut planter tout le temps. Ensuite, je compte au nord parce qu'on a un fleuve, le fleuve Sénégal, qui se déverse dans la mer, qui a beaucoup d'eau qui se déverse dans la mer, et je trouve ça dommage. Donc, on va créer des oasis, retenir cette eau en partie, sur des grandes oasis dans lesquelles on va restaurer l'écosystème. Parce que là-bas, il y avait des forêts. Quand tu parles aux gens de Matam, tu leur dis, raconte-moi le village il y a 50 ans, c'est incroyable ce qu'ils vous racontent. Tous, ils racontent la même chose. Il y avait des forêts luxuriantes, il faisait frais, il y avait des animaux sauvages, il y avait de l'eau claire qui ruisselait. Tous racontent la même chose. Et même parfois, ils disent, c'est le chant des oiseaux qui nous réveille le matin. Maintenant, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est le désert. Alors, on va essayer, grâce à cet apport d'eau dans les bas-fonds, pour restaurer des oasis de vie, où il y aura bien sûr une diversité d'arbres qui permettra l'installation de la biodiversité animalière. Ensuite, on va travailler sur le bois d'œuvre avec certaines espèces comme l'acacia mangium qui grandit très vite, qui produit beaucoup de bois, pour produire un charbon à partir du bois qu'on a planté. Parce que pour le moment, on produit du charbon avec le bois de veine, un bois très rare. On produit du charbon avec le bois forestier. Je trouve ça très, très dommage. Maintenant, la Grande Muraille Verte, dont je vais être responsable de la partie sénégalaise. Et chaque pays sera responsable de sa partie. Donc, on compte bien avec des camps mobiles d'étudiants, d'élèves, de faire bouger tout le monde, faire participer tout le monde. Et ce que tout le monde
éprouvent le besoin, je le dis souvent, notre mission, c'est de rendre ça possible. Donc, apporter l'arbre au plus près des gens pour que eux, s'ils en ont besoin, qu'ils le plantent. Voilà, le trafic, tu as parlé du trafic. Bon, c'est un trafic très important. 7000 conteneurs de bois. Bon, maintenant, la frontière entre la Gambie et le Sénégal, c'est 200 km de forêt très poreux. La Gambie autorise cette exportation de bois, donc les Chinois sont installés en Gambie. Tu as raison de dire que le président avait demandé au ministre de l'Intérieur, de la Défense et de l'Environnement de lutter contre ce trafic. Et bon, ils sont présents sur le terrain, mais c'est tellement poreux, c'est tellement grand. Les trafiquants, ils vont la nuit, ils coupent l'arbre, et après ils le mettent sur une charrette avec un âne. L'âne connaît le chemin. Il va rejoindre le dépôt en Gambie. À partir de la Gambie, c'est exporté vers la Chine. Bon. Je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question, mais la réponse que je peux donner, c'est quand moi j'étais ministre, il n'y en avait pas. Merci. Une autre question? Ce sera la dernière question, par contre. Ah non, il y avait ça sera l'avant-dernière, parce qu'il y avait une amie, là, une personne, que je ne la connais pas, hein, mais qui lève la main depuis le début. Bah, on prend les deux. Allez, Damien. C'est pas de notre faute en plus, c'était le retard d'avant. Bonjour, je vais essayer d'être rapide du coup. Moi j'ai une question pour tout le monde dans cette salle. Je me demande comment c'est possible aujourd'hui d'avoir accès à autant d'informations, d'être aussi sensibilisé, d'avoir autant de médias et d'échanges dans nos mondes occidentaux, et d'avoir des politiques aussi illogiques. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, c'est moins cher de prendre l'avion que le train, et c'est plus facile. Et je vais vous dire, le jour où ils vont refaire des trains de nuit, ils vont faire comme au Polion, ça va être des trains 4 étoiles à 400 € la nuit, et les pauvres, ils auront qu'à aller polluer et prendre l'avion, et les riches pourront dormir dans leur hôtel 4 étoiles et prendre le train pour aller jusqu'à Lisbonne. Alors, ça me choque, et je me dis, à quel moment les politiques qu'on met en place au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, au niveau international, à quel moment il n'y a aucune réaction? Même, vous regardez les créations d'emploi, j'ai eu mon diplôme en 2015, j'ai 2 masters, je suis toujours au chômage. Hein. J'ai presque honte de le dire, je suis toujours au chômage. Je me suis dit, je vais prendre 2 masters, comme ça j'aurai 2 fois plus de chances d'avoir un emploi, n'est-ce pas? Eh bien non, moi j'ai pas vu de création d'emploi. D'ailleurs, vous allez recevoir mes CV et puis vous pourrez ne pas me répondre. Mais, mais j'ai pas vu de création d'emploi, j'ai pas vu de changement politique. Je vois que des consommateurs qui ont le cul entre 2 chaises, et je suis désolée de l'image, mais le pantalon, il est au genou, là. Hein. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Oui. Eh ben, est-ce qu'il y a un des panélistes qui veut répondre? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas parlé encore? Ah, Massiri et Haïdar. Très rapidement. Hein. Ouais. Tu as tout dit, je pense. Comment ça se fait? Comment ça se fait que, même si on est tous, enfin presque tous, vraiment concernés, pourquoi on n'a pas l'impression que ça change? Et je pense qu'une des raisons, c'est que justement, ceux qui ne sont pas concernés ont des bonnes raisons de ne pas l'être. Et on parlait de lobby, et il y a une force incroyable des lobbies. Je pense qu'une des réponses, et Guillaume pourra en parler mieux que moi, le boycott et la désobéissance civile. Ces 2 actions qui finalement peuvent vraiment influencer. Et c'est très important qu'on soit là pour en parler ensemble, parce que qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une force d'agir, ça nous donne une force de se sentir nombreux, et donc d'impacter plus concrètement. Voilà. Un autre élément, moi j'aurais tendance à dire, ça ne sert à rien d'attendre, tu peux commencer à t'y mettre. Monte une boîte, une association, etc. Je pense qu'il faut y aller, en fait, il ne faut pas attendre.
En fait, je vais prendre peut-être une minute, ça me permettra de faire une micro-étude de marché. Hier soir, en réfléchissant à la résilience locale, je me suis dit, il manque un truc. Donc, je pensais à la finance. Je trouve qu'on manque de moyens de financement. Enfin, pour la finance citoyenne, par exemple, le bâtiment à côté qui est en train de se construire, comment se fait-il que les Bordelais ne puissent pas mettre de l'argent, investir dans un projet et en tirer un profit? Et pourquoi c'est forcément des promoteurs nationaux, voire internationaux, qui bénéficient de ça? C'est la même chose avec l'énergie, par exemple. Comment on ne mobilise pas plus la finance citoyenne pour la création de centrales photovoltaïques, etc. C'est en train de se faire. Ça devrait être le cas obligatoire pour la promotion immobilière. Moi, je trouve que, donc, sur ce sujet de la finance, on a tous bonne conscience parce qu'on a signé une pétition sur change.org, plus ou moins, voilà. On en a payé parce qu'en fait, on a donné notre email, tout ça. Et d'un autre côté, il y a le crowdfunding, enfin ce financement participatif qui patauge un peu. Le crowdlending, donc les prêts participatifs marchent bien pour tous les projets photovoltaïques, par exemple, avec un retour à 6%. Où est-ce qu'on trouve un retour à 6% aujourd'hui? Enfin bon. Et je trouve qu'il y a un truc au milieu qui manque. Et ça, peut-être, ça va répondre à votre question, c'est-à-dire que pour moi, il devrait y avoir une plateforme dédiée aux projets locaux de résilience où les personnes qui ont envie se prennent en main et font une collecte dédiée. Et en vrai, je crois que ça n'existe pas, ce truc-là, entre financer une épicerie solidaire à Bar-le-Duc quand on est à Bordeaux, par exemple, ou Change.org qui, une fois qu'on a signé, ben, mais c'est bien, mais on ne sait pas trop bien ce qui se passe derrière. Exemple, moi j'ai signé une pétition pour passer les cantines au bio à Bordeaux, ou pour arrêter que mes enfants, mes 2 filles, mangent dans des assiettes et des couverts en plastique tous les jours à la cantine. Bon, mais bonne conscience, j'ai signé mon truc, je me dis, la collectivité va prendre ça en main, ça va cartonner. Et en fait, si on pouvait permettre d'armer un projet, un collectif, une personne, en finançant, je serais prêt à donner, moi, 100 €, 200 € par an, pour que mes enfants mangent bio à la cantine, quoi. Pour que quelqu'un se saisisse du sujet et aille monter une entreprise, monter une ONG, etc. Donc des plateformes locales de collecte, et puis après à vous d'aller faire votre pub, etc. Donc entre le change.org, donc le civique, et entre le crowdfunding. Je ne sais pas si je l'ai bien présenté, mais est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés par ça? Si j'en ai 10, je lance le truc. Ouais, c'est bon. OK. Bon, par contre, ça me prend 40% de frais de gestion. Non, j'arrête. Haïdar, en 2 secondes, parce qu'après, on a une copine qui va parler. Nous aussi, on mettra 100 ou 200 €, hein, parce qu'on soutient. Oui. À la dame sur les politiques et les médias, un mot, ils sont à la solde. Il ne faut rien attendre d'eux. Ils sont payés par les multinationales. Ils disent ce qu'ils veulent entendre. Sur l'emploi, j'ai 4 enfants d'un premier mariage. Je suis honoré parce que mon fils Youssef m'accompagne de plus en plus et j'espère qu'il prendra un jour la relève de tout ceci. 2 enfants qui ont fait des études très poussées comme toi, 2 masters et tout ça là, ils sont au chômage comme toi. 2 enfants qui ne sont pas allés longtemps à l'école et qui travaillent très bien. Il emploie aujourd'hui 150 personnes. Pourtant, il a monté sa propre boîte. Au début, c'est galère. Maintenant, les 2 autres qui sont diplômés, à la fin, on leur a tiré les oreilles, mais arrêtez de nous emmerder à essayer de trouver du travail. Créez-le. Pourquoi tu veux travailler pour quelqu'un? Et en plus, toute ta vie, tu vas travailler pour quelqu'un, tu vas attendre 2 ou 3% d'augmentation, toute ta vie. Mais ça, ce n'est pas épanouissant. Et tu peux créer ton travail. Je suis sûr que tu le peux. Au début, c'est galère, mais après, tu t'en sors. En tout cas, il y a des exemples. Moi-même, je suis un exemple. Je ne suis pas allé longtemps à l'école, j'ai créé mon emploi et voilà. C'est possible là, voilà. Et une toute dernière question qui devra être très très courte. Merci.
Ça va peut-être être rapide parce que c'est un peu redondant avec justement les derniers thèmes abordés. À la base, je voulais poser ma question plutôt à M. Poitvin. Donc en fait, sur tous ces débats sur, tout à l'heure, la question qui avait été posée, l'ambiguïté entre être activiste et politique et tout ça, comment vous, est-ce que vous qualifieriez votre position? Vous êtes un peu à l'interface avec les acteurs locaux, les industriels, la politique, etc. À quel point vous êtes libre ou soumis au lobby, donc en termes de liberté de vos actions, et d'un autre côté, à quel point, au contraire, votre position vous donne un pouvoir d'influencer justement des décisions à un niveau plus élevé que ce que nous, on peut influencer, etc. Donc, voilà. Question un peu globale. Oui, donc en tant qu'agence nationale sur le sujet. Donc nous sommes, on a un pouvoir pour influencer les lobbies. On travaille beaucoup avec certains grands groupes qui viennent voir avec nous sur des aspects notamment d'innovation ou de nouveaux modes de comportement. Donc là-dessus, effectivement, c'est un de nos rôles à jouer, c'est-à-dire pouvoir d'une part faire remonter les besoins et peut-être pousser certains modèles pour que les grands groupes ou les industriels s'en emparent. C'est vrai que ça fait partie du job. Et puis, par ailleurs, si on est sur une approche de territoire, au regard de ce que vous exprimiez de création d'activités, de soutien à de nouvelles formes, c'est aussi notre job, c'est de pouvoir faire en sorte que, justement, on puisse mettre autour de la table des collectivités, des associations, des porteurs de projets, pour voir comment, sur un territoire, on peut être un petit peu la petite étincelle qui permet de développer le projet. Donc, c'est vrai qu'on est un peu à l'interface entre certains pouvoirs nationaux et certains lobbies, comme vous le dites, et par ailleurs le projet local, parce que c'est vraiment en local et en territoire que se développent les opérations. Vous évoquiez le financement participatif et citoyen. C'est vrai que c'est un de nos créneaux actuels de voir comment alors que, comme vous l'exprimiez, ça va, je dirais, tous les signaux sont bons, aussi bien en termes de placement, en termes de pouvoir citoyen, en termes d'impact, bien sûr, sur l'environnement, et ça ne décolle pas. Donc, c'est aussi une question de porter à connaissance, c'est aussi une question de pouvoir aller chercher les gens, les titiller, leur donner peut-être les moyens pour démarrer. Sur le financement citoyen, un des gros soucis, c'est celui du juridique. C'est-à-dire la crainte qu'on ne soit pas dans les clous, la crainte qu'il y ait tel ou tel frein. Donc, ce que l'on fait assez régulièrement, c'est donc de pouvoir donner les moyens d'avoir la bonne analyse juridique pour aller plus rapidement sur la création donc, de ces différentes sociétés ou ces différentes associations qui vont concourir. On a des bons exemples, notamment dans l'ex-Limousin, hein, de production d'énergie à l'échelle de communautés de communes, avec je dirais un potentiel important et des réalisations importantes. Mais il a fallu amorcer la pompe pour le soutien, donc il faut de l'ingénierie. C'est aussi ce qui manque dans les territoires. Hein. C'est pour ça qu'en termes de création d'activités, en termes d'emploi, il y a vraiment un gisement important d'ingénierie dans les territoires, parce que là, on est sur Bordeaux Métropole, ben, il y a ce qu'il faut, je dirais, dans les services ou auprès des industriels, mais quand on est dans des territoires beaucoup plus ruraux, c'est très compliqué, et là, vraiment, les collectivités comme les entreprises ont besoin de compétences au travers donc, de ces nouveaux métiers. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. On espère que ce panel nous a permis de sortir ensemble de l'éco-anxiété pour passer au courage de l'action. Et donc, on va se retrouver l'année prochaine avec toute une série de gens qui auront fait toute une série de trucs incroyables, qui auront bloqué les projets pourris et qui auront créé un maximum de dynamique de résilience. Merci à toutes et à tous.